On va commencer très simplement, vous demandant à chacun en 2-3 minutes, mais vraiment 2-3 minutes, pas plus, et puis on entrera dans beaucoup de sujets, de nous dire un peu votre diagnostic, certes, mais surtout votre ambition pour cette élection européenne, de camper un petit peu le décor. Alors, je crois que l'alphabet que vous êtes désigné pour démarrer. Allez-y, je vous en prie. Bon, bonjour à tous et merci infiniment de nous donner l'occasion de cet échange, Monsieur le Président. Jean-Henri, merci de votre accueil et merci à tous de votre présence. Je vais remercier Mme Loiseau de se prêter à l'exercice et lui dire que c'est une joie pour moi de participer à ce débat, que je regrette aussi, je le dis et je profite de l'occasion pour vous le dire très simplement et très sincèrement, que nous n'ayons pas eu cette occasion à l'occasion de l'invitation de plusieurs chaînes de télévision qui nous ont proposé de vivre le même échange. Vous avez souhaité échanger uniquement avec Jordan Bardella, ce qui me paraît regrettable parce que le débat qui s'engage, ce débat européen, me semble ne pas pouvoir se réduire à une opposition entre progressistes et populistes dans laquelle 80% des Français ne se reconnaissent pas aujourd'hui et qui par ailleurs ne suffit pas à rendre compte de la nécessité de penser l'avenir de l'Europe. Et si j'ai une ambition à ma très humble mesure, c'est celle de tenter de proposer une vision. Vous l'avez dit, ça fait maintenant plusieurs mois, ça fait depuis effectivement le début du mois de mars que nous portons un projet clair, un projet fort de 75 propositions pour que les Français puissent avoir un vrai choix. Nous savons que l'Europe est à la croisée des chemins. Nous avons construit beaucoup. Nous avons construit d'abord cet acquis inouï qu'est la paix, obtenue après tant de siècles de guerre. Nous avons construit aussi des acquis forts, une monnaie unique, un marché unique. Mais ces acquis ne sont pas encore, me semble-t-il, des outils politiques pour pouvoir garantir que nos pays gardent leur place dans la mondialisation. Et nous ne croyons pas au rêve d'une Europe fédéraliste qui se substituerait à nos États, mais nous croyons que de manière pragmatique, concrète et efficace, il faut nous donner les moyens de faire en sorte que cette Europe nous permette de relever les grands défis qui sont devant nous, le défi environnemental, le défi dans la compétition économique, commerciale, industrielle qui est aujourd'hui face à nous, ce défi aussi évidemment dans la compétition pour la recherche et l'innovation dont nous avons le sentiment que souvent il se joue à l'extérieur de l'Europe et que nous en sommes trop souvent les spectateurs. Et puis bien sûr ce défi migratoire pour garantir l'équilibre du monde de demain. Tout cela est fondamental et sur tous ces sujets, il faut que nous puissions repenser en profondeur la manière dont l'Europe agit, parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, elle semble s'être enlisée dans une forme de distance, parfois d'inefficacité, qui désespère ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui recherchent, au lieu de les renforcer. Et c'est sur tous ces sujets que nous avons tenté d'apporter des réponses précises avec la famille de la droite et du centre qui sont aujourd'hui rassemblés pour défendre cette Europe. Et je crois qu'au fond, il est absolument vital que nous ayons ce débat européen aujourd'hui, que nous puissions parler effectivement de l'Europe que nous voulons. La question de savoir comment on lutte contre la défiance qui monte aujourd'hui envers l'Europe, mais aussi envers la politique, envers la démocratie. Cette question-là, elle ne sera pas résolue par le fait de lancer des anathèmes contre les populismes, mais par le fait de pouvoir apporter des réponses concrètes et efficaces à toutes les inquiétudes qui s'expriment dans nos sociétés, au sein de nos économies parfois touchées par la crise et par les tensions de la mondialisation. Et ce dont nous allons parler ensemble est vital et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange. Et je regrette, encore une fois, je le dis, que nous ayons le sentiment, à 15 jours de l'élection, d'abord d'avoir eu pendant si longtemps une campagne peu transparente, sans projet clair, sans vision alternative. Je disais effectivement ce matin que le projet dévoilé par La République En Marche me paraît être un projet classiquement plutôt issu de la gauche. C'était pas une manière de le fustiger, c'était juste une manière de renvoyer à la transparence que nous devons avoir vis-à-vis de nos concitoyens. Je crois que les clivages politiques n'ont pas disparu, et heureusement, parce que la politique, elle est faite de pluralisme, elle est faite de confrontation d'idées, et que je n'ai jamais cru pour ma part en même temps. Toute personne qui doit faire des choix sait que la vie est faite, comme le disait Kierkegaard, non pas de en même temps, mais de ou bien. C'est devant ce ou bien que l'Europe est confrontée aujourd'hui, soit effectivement continuer dans une Europe qui se construira de façon inefficace, soit au contraire se refonder pour renforcer nos États. C'est tout l'enjeu de ce débat. Merci de cette ouverture. Réponse Nathalie Loiseau, peut-être d'abord avec une réponse sur cette mise en cause de 2 reprises sur l'absence de débat, ou plutôt cet unique débat entre vous deux. Merci Dominique Seux, merci à l'Institut Montaigne et à son président de nous avoir conviés aujourd'hui. Je confirme qu'en effet, François-Xavier Bellamy m'a proposé un débat sur une chaîne de télévision, comme l'a fait Manon Aubry, comme l'a fait Raphaël Glucksmann, comme l'ont fait tous les candidats qui souhaitaient tous débattre en tête-à-tête
avec la tête de liste de la liste Renaissance. C'est un bel hommage, j'y suis sensible. Simplement, une campagne ne consiste pas à faire des tête-à-tête avec tout un chacun. C'est vrai que le seul à qui j'ai dit oui, c'est Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que nous sommes à un moment dangereux de la construction de l'Union européenne. J'aurais bien préféré, M. Bellamy, que vous soyez, dans les sondages, celui qui talonnait la République en marche et plus largement agir les radicaux et le modèle, puisque nous sommes une liste de rassemblement. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas un danger populiste parce que ça ne nous arrange pas. Il faut le regarder en face pour le combattre et pour convaincre nos concitoyens, mais plus largement les Européens, que l'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe et qu'elle n'a jamais été aussi menacée. On n'a jamais eu autant besoin d'une Europe puissante parce que nos concurrents, la Chine, les États-Unis, les grands pays émergents, mais aussi les géants d'Internet, par exemple, sont des continents. Ils pèsent de la taille de l'Union européenne et pas de chacun de nos pays séparément. On n'a jamais eu autant besoin d'Europe parce que l'urgence climatique appelle à des réponses de chacun d'entre nous individuellement, des réponses locales, des réponses nationales, et à l'évidence une réponse européenne. On n'a jamais eu besoin autant d'Europe non plus parce que si nous voulons rester dans la marche du monde, nous devons à la fois inciter à être à l'avant-garde du progrès technologique, comme nous l'avons été si longtemps dans notre histoire, mais aussi dessiner un progrès technologique qui ressemble à nos valeurs humanistes européennes, sans quoi l'intelligence artificielle demain sera une intelligence artificielle chinoise, très loin de notre modèle de société. Et nous n'avons jamais eu autant besoin d'une Europe forte, puissante, qui se fasse respecter. Qui se fasse respecter dans la mondialisation, en commerçant à nos conditions et non pas en subissant celles des autres. Une Europe qui fait respecter ses frontières, parce que nous avons la volonté à la fois de protéger nos valeurs humanistes, mais aussi de décider comment on entre sur notre territoire. Une Europe qui se fait respecter dans un monde devenu dangereux, où l'on voit bien que notre allié américain est devenu imprévisible, que notre voisin russe est devenu peut-être trop prévisible, et que notre géographie au sud est tout aussi dangereuse qu'elle l'était il y a déjà quelques années. Nous avons donc besoin d'assumer d'être une Europe puissance, ce que nous sommes, un peu comme M. Jourdain sans le savoir. Nous sommes la première puissance commerciale au monde, nous sommes la première puissance agricole au monde, la deuxième puissance économique. Il faut cesser d'avoir peur de ce mot de puissance, veiller à nous faire respecter, mais pour cela il faut aussi veiller à être respectable et combattre les populistes, c'est simplement protéger notre civilisation européenne de dangers dont on sait où elle nous a conduit, où ces dangers nous ont conduits au siècle dernier. Merci. J'aimerais vous entendre tous les deux. On va prendre un certain nombre de sujets généraux, et puis on entrera dans des choses plus techniques ensuite. Qu'est-ce que le progressisme qui peut vous opposer l'un et l'autre, le nationalisme, le progressisme? Comment définir? Je ne sais pas très bien qui évoquait, alors c'est vous qui avez lancé ce sujet-là. C'est vrai que c'est un peu intriguant. Qui est progressiste aujourd'hui et qu'est-ce que le progressisme et comment vous voyez cette notion? Le progressisme, c'est ce qui a réuni 12 partis européens autour de nous à Strasbourg samedi dernier. Ça n'est donc pas intriguant pour tout le monde. C'est la volonté de laisser à nos enfants un avenir meilleur. C'est la volonté de prendre les grands défis et d'essayer de les transformer en opportunités. Quand nous parlons de puissance verte, faire de l'Europe une puissance verte, c'est considérer que face au dérèglement climatique, face à la destruction de la biodiversité, nous pouvons être soit fatalistes, soit assoupis, soit prendre les choses en main et transformer notre modèle de croissance. Ça veut dire encourager les transports propres, ça veut dire encourager les énergies propres, être à nouveau à la pointe du progrès. Je parlais de l'intelligence artificielle, à la pointe de la 5G, cesser de subir et cesser de se dire qu'hier était mieux
qu'aujourd'hui est certainement mieux que demain. Moi, je ne suis pas entrée en politique pour promettre à mes concitoyens de les ramener dans une France en noir et blanc. En particulier lorsqu'on est une femme et qu'on voit ce qu'étaient les droits des femmes il n'y a que quelques décennies, pardonnez-moi de croire passionnément à l'idée de progrès. France en noir et blanc, hier était mieux qu'aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant, c'est sans doute un dialogue qui mériterait d'être approfondi de façon durable. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre sur ce sujet bien avant que je ne pense à cette candidature européenne, qui s'appelait Demeure, dans lequel j'explique au fond que sans doute une part des erreurs que nous faisons aujourd'hui consiste à croire que par définition, demain est forcément meilleur qu'hier. Alors je crois que la politique trouve son sens lorsque nous avons la certitude que demain ne sera pas nécessairement meilleur qu'hier. Non pas parce qu'il faudrait revenir en arrière, parce qu'hier serait forcément meilleur que demain, mais parce qu'il y a au fond, dans le cours des choses, l'ouverture de nos libertés à une contingence radicale qui fait que nous avons à être prudents. Et oui, une action politique responsable commence par se fonder sur le réel et sur l'existant, au lieu de présupposer que par définition, ce qui n'existe pas encore sera forcément meilleur. Oui, une action politique responsable consiste d'abord à se mettre à l'écoute de ceux qui font, de ceux qui travaillent, pour voir comment, humblement, nous pouvons tenter d'améliorer les choses, plutôt que de penser qu'une décision politique venue d'en haut va forcément venir imposer, par le fait même qu'elle apporte quelque chose de nouveau, un bien supérieur à l'existant. Ça n'est pas le cas. Nous pouvons faire des progrès, mais toute nouveauté n'est pas forcément un progrès. Et le nouveau monde n'est pas nécessairement meilleur que l'ancien. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler, que nous ne devons pas travailler pour faire en sorte que le monde qui vient soit meilleur que celui dont nous avons hérité. Et ça commence par éprouver d'abord une forme de gratitude à l'égard de ceux dont nous héritons pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. On va parfois reprocher d'être conservateur. Je ne sais pas si ce mot suffit à résumer les débats politiques que nous avons devant nous, et j'ai écrit d'ailleurs sur ce sujet. Je ne voudrais pas me laisser piéger dans cette étiquette que je crois être réductrice, mais évidemment, vous parlez de la crise écologique. Évidemment que devant la crise écologique, nous avons le ferme sentiment que la première responsabilité politique consiste à sauver les conditions de notre vie collective. Et peut-être qu'on devrait évaluer nos responsables politiques à la fin de leur mandat sur ce qu'ils ont réussi à sauver et pas seulement sur ce qu'ils ont réussi à changer. Parmi ces questions, il y a la dimension de la nature, des équilibres de la nature, mais il y a aussi les grands équilibres de la culture. Et moi, je ne crois pas que ce soit en insultant notre passé comme si le noir et blanc était le signe d'une forme de retour en arrière, comme si ce passé dont nous avons hérité devait être méprisé au profit d'un avenir radieux. C'est pas forcément en se coupant de nos racines qu'on trouvera la sève nécessaire pour construire notre avenir. Mais quelles conséquences concrètes vous en tirez sur la science, sur la nature, comme vous dites, pratiquement? Quels effets de ce regard quand même vers, non pas le passé, mais une méfiance vis-à-vis du changement? Pas du tout, non, c'est pas du tout une méfiance vis-à-vis du changement, c'est d'abord une légitime prudence. Ça, je pense que cette prudence, nous en avons beaucoup manqué. On ne peut pas déplorer aujourd'hui la catastrophe écologique sans appeler en même temps à une légitime prudence à l'égard des décisions que nous prenons aujourd'hui. Si ceux qui nous ont précédés avaient été moins progressistes, moins convaincus, comme le disait Ernst Bloch, que le ne pas encore être est forcément meilleur que le réel, s'ils avaient été moins tournés vers les grandes promesses des lendemains qui chantent, et s'ils avaient un peu plus pris en considération les équilibres très fins dont sont faites les conditions de notre existence sur Terre, eh bien peut-être que nous n'en serions pas à cette catastrophe écologique que nous déplorons aujourd'hui. Et donc, ma conséquence, c'est que nous pouvons déployer des trésors d'inventivité, de science, de recherche, d'innovation, que nous pouvons tenter de donner toute notre énergie pour préparer l'avenir le meilleur qui soit pour les générations qui viendront, mais tout en gardant cette prudence et ce sens de l'attachement à ces grands équilibres nécessaires pour la simple transmission de la vie au sens organique du terme, mais de la vie au sens de la civilité qu'elle exige pour ceux qui viendront après nous. Oui, très je ne suis évidemment pas surprise, je suis charmée par la qualité de professeur de philosophie de François-Xavier Bellamy. Mais si je me présente aux élections, ce n'est pas pour une réflexion philosophique, c'est qu'il y a un devoir d'agir et qu'il y a une urgence. La question climatique, nous n'avons plus le temps de nous demander ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons le devoir de pouvoir regarder nos enfants en face. Je n'en avais pas encore, j'en ai 4, et c'est pour eux que je suis en politique. C'est parce que je veux pouvoir leur dire que nous avons essayé, que nous avons pris nos responsabilités,
Et ça, il faut le faire massivement. Moi, je regrette profondément que votre famille politique ait considéré la question de l'urgence écologique avec désinvolture. Elle a été présente au Parlement européen, elle est même dans le groupe majoritaire au Parlement européen. Elle dirige la Commission européenne et le président du Conseil européen est de votre famille politique. Et l'Europe, elle a signé l'accord de Paris, elle a ratifié l'accord de Paris et elle a eu l'impression qu'elle avait terminé son travail. Aujourd'hui, il manque 1000 milliards d'euros sur 7 ans pour pouvoir se dire qu'on a fait quelque chose contre le dérèglement climatique en Europe. Alors ces 1000 milliards d'euros, il faut les trouver non pas dans les budgets publics, parce que nous ne voulons pas laisser à nos enfants la dette financière en plus de la dette écologique. Mais nous devons massivement réorienter l'épargne des Européens vers la transition écologique, vers les transports propres, vers les énergies propres, vers l'isolation de nos logements. Depuis combien de temps? Très concrètement, pardon, là je ne suis pas philosophe, je n'ai pas la prétention de l'être. Mais depuis combien de temps disons-nous qu'il faudrait financer ces projets et nous n'y parvenons pas? En France, 1% seulement de l'épargne va vers la croissance verte. Il faut accélérer, il faut aller beaucoup plus vite. Comment pensez-vous qu'il soit possible au niveau européen de faire beaucoup plus sur la transition écologique alors qu'au niveau français, ça semble quand même assez difficile? L'épisode de la taxe carbone nous l'a appris. Bien évidemment, et mettez ça en tête de votre projet. Nous avons pris du temps pour faire notre projet parce que nous avons écouté les Français. Ce projet, il est parti du bas vers le haut. Il est parti de la Grande Marche pour l'Europe de la République en marche, il est parti des consultations citoyennes sur l'Europe et il est parti du grand débat. Nous avons écouté ce que des centaines de milliers de Français nous disaient. Tous parlent de transition écologique, mais beaucoup ont dit que augmenter la taxe carbone au niveau national n'était pas une solution parce que c'était injuste pour ceux qui habitaient loin de leur lieu de travail, parce que c'était injuste tant qu'on ne taxait pas le kérosène des avions, et parce que ce qui était injuste, que les entreprises européennes soient taxées alors que les produits qui viennent du reste du monde ne l'étaient pas. C'est la raison pour laquelle la taxe carbone, il faut la mettre aux frontières de l'Union européenne pour rétablir une concurrence juste et loyale entre ceux qui font l'effort de protéger la planète et ceux qui ne le font pas. Mais je reviens un instant à l'idée que nous portons, qui est celle d'une banque européenne du climat. Souvenez-vous, en 1989, le rideau de fer s'effondre, le mur de Berlin aussi, et toute l'Europe prend conscience que face à ce qui allait être la chute de l'Empire soviétique, il fallait agir vite pour que ces pays très loin de nous puissent se redresser. On a créé la BERD. Et la BERD a été un succès, un tel succès qu'aujourd'hui la BERD se cherche des raisons d'exister. Et la BERD travaille en Égypte, ce qui n'est pas antipathique, mais c'est quand même très loin de son objectif de départ. Il nous faut avoir la même ambition, le même courage aujourd'hui et utiliser le même genre d'outils. Il faut qu'une banque européenne du climat puisse orienter la finance verte, la soutenir, permettre qu'enfin ces moyens qui manquent, cette épargne privée qui manque, se dirigent vers tous ces projets qui au quotidien changeront nos vies et qui au quotidien nous permettront d'être au rendez-vous de la transition écologique. Est-ce que l'un et l'autre sur l'écologie, sauf si vous voulez répondre, mais sur le climat, vous dites qu'il faut que la croissance ralentisse. Est-ce que vous appartenez un peu, non pas au camp des décroissants, mais d'un changement du modèle économique ou pas? Vous? On peut penser à un modèle de développement qui soit un modèle respectueux de l'environnement. Et je crois que c'est le défi devant lequel l'Europe est aujourd'hui. Et c'est un défi européen. D'abord, je ne voudrais pas laisser dire une seule seconde que notre famille politique n'a pas saisi à bras-le-corps cette question. Ce serait totalement inexact. D'abord, elle l'a fait dans son histoire. Je crois que le Grenelle de l'environnement, par exemple, qui a été mené dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, aura été une étape forte de l'action de l'État, mais aussi du lien précisément avec le monde économique pour pouvoir développer ces nouveaux modèles de croissance. Évidemment, il faut faire beaucoup plus et il faut aller beaucoup plus loin. Nous défendons dans notre projet l'idée d'une barrière écologique qui consiste effectivement, je pense que ça c'est un élément qui pourrait faire consensus, à faire en sorte que ceux qui importent en Europe payent pour les quotas carbone que ceux qui produisent en Europe doivent subir aujourd'hui. Il faut qu'on prenne en compte évidemment le coût des émissions carbone liées au transport des marchandises, parce que sinon effectivement tout ce que nous ferons en Europe n'a pas de sens. Et il faut
Bien sûr aussi, c'est le sens de la barrière écologique que nous défendons, que cette barrière soit non seulement l'occasion d'appliquer cette taxation sur le carbone, mais qu'elle soit aussi l'occasion d'appliquer les mêmes règles en matière de production écologique pour éviter les distorsions de concurrence que nous nous imposons à nous-mêmes. Parce qu'enfin, quand même, disons-le, aujourd'hui, l'Europe a, vous posez la question de la croissance verte, l'Europe a le modèle de développement le plus respectueux de l'environnement au monde. Et donc, fragiliser notre industrie, fragiliser notre agriculture, c'est aussi encourager des types d'agriculture ou d'industrie qui sont bien moins respectueux de l'environnement. Et je crois qu'il faut qu'on ait conscience que toutes les distorsions de concurrence que nous nous infligeons à nous-mêmes en rendant plus compétitifs par les règles que nous imposons à ceux qui produisent en Europe, des produits qui ne sont pas réalisés en Europe, sur le marché des importations, tout cela nous faisons contre notre économie, contre notre croissance, contre nos emplois, et nous faisons aussi, bien sûr, contre l'environnement et contre notre propre préoccupation écologique. Je vois depuis le début de cette campagne beaucoup de personnes, notamment des chefs d'entreprise, des agriculteurs, qui vivent très douloureusement cette concurrence déloyale que nous avons imposée, que nous nous sommes imposés à nous-mêmes sur nos propres marchés. Cette barrière écologique, donc, il faut qu'elle soit pensée de façon globale. Alors évidemment, ça suppose de faire appliquer nos règles à ceux qui veulent échanger avec nous. Et je crois qu'il est temps que l'Europe sorte de la naïveté. Évidemment, nos partenaires allemands, par exemple, qui savent être exportateurs, vont nous regarder avec un peu de distance quand nous leur parlerons de ce sujet. Mais c'est indispensable que nous puissions réorienter l'action européenne. C'est indispensable que nous puissions peser dans ce débat, parce que sinon, de toute façon, dans le contexte de la montée des tensions commerciales, si nous n'affirmons pas nos intérêts, nous allons par définition reculer encore et perdre du terrain, y compris dans la bataille économique et commerciale. Rééquilibrer la mondialisation et faire de l'Europe ce poumon dont elle a besoin, c'est un défi majeur. Sur la question d'une banque du climat, là pour le coup nous serons en désaccord assez profond. D'abord c'est ce qui me fait penser qu'effectivement la proposition faite par En Marche est une proposition, et encore une fois je ne le conteste pas, le pluralisme est fécond, mais c'est une proposition qui me paraît typique d'une politique classique de la gauche, c'est-à-dire on se donne un objectif de dépense plus qu'un objectif de performance. Tout se passe comme si le but était de dépenser 1000 milliards. D'ailleurs, on peut se faire confiance, si la France prend la main là-dessus, on saura certainement dépenser 1000 milliards. Quant à la question de savoir si on peut en attendre une forme de retour sur investissement, ça c'est une autre chose. Moi je crois, si vous voulez, comme le pense d'ailleurs M. Pisani-Ferry, qui était l'inspirateur du projet économique d'Emmanuel Macron, que cette banque du climat n'est pas nécessaire. Il y a déjà la BEI. Pourquoi créer une nouvelle structure? Pourquoi créer une nouvelle entité? De deux choses l'une. Si on parle de la question de l'industrie ou des transports, alors dans ce cas, il faut appliquer les quotas carbone qu'on évoquait tout à l'heure. On peut même imaginer de repenser une stratégie à partir de cette politique qui fonctionne déjà aujourd'hui. Et il faut simultanément investir fortement dans la recherche et l'innovation. Mais cela, la BEI le peut déjà. Elle est déjà une solution pour fonctionner et pour faire fonctionner le travail européen sur un sujet comme celui-ci. Sur la question maintenant des particuliers, évidemment, il faut qu'on puisse aider les particuliers, par exemple, dans l'isolation de leur logement, mais aujourd'hui, on a des leviers qu'on n'utilise pas pour cela. Je pense à la CSPE qui fonctionnait, qui aujourd'hui existe encore. Le débat, c'est un peu technique, mais c'est un outil qui, avec la fiscalité, permet de produire plusieurs milliards d'euros chaque année pour pouvoir financer la transition énergétique. Le problème, c'est que la CSPE, aujourd'hui, on l'oriente massivement vers la production d'électricité avec des énergies renouvelables. Ce qui est absurde, parce que nous sommes déjà en surproduction d'électricité en France. Donc en fait, on subventionne l'électricité. Il faut donc ralentir tout ce qui est énergie il faut se solaire et éolienne, en France notamment. En tous les cas, il faut d'abord préserver notre savoir-faire en matière nucléaire. De ce point de vue-là, je m'inquiète un peu de voir que M. Canfin, qui est numéro 2 sur votre liste, est un militant très fort contre le nucléaire, qui pourtant est ce qui permet à la France d'avoir l'énergie la moins carbonée, l'une des énergies la moins carbonée d'Europe. Donc on ne peut pas ramener la production à 50% de la consommation nucléaire, à 50% de la consommation d'électricité. En tous les cas, ne pas continuer de financer une surproduction d'électricité et orienter cette CSPE vers la transition en matière effectivement de géothermie par exemple, ou bien en matière d'isolation énergétique. Mais on a déjà les leviers. Et je crois que c'est pas en mettant sur la table 1000 milliards d'euros, plutôt on pourrait dire pourquoi pas 2000 ou 10 000, alors, ça change la réalité du résultat. C'est là où on touche du doigt se sépare, parce que vous nous dites au début de votre intervention qu'il faut tout changer, le droit de la concurrence, que votre famille politique n'a absolument pas touché quand elle avait tous les leviers pour le faire.
La fin de la naïveté commerciale, je vous en remercie. Ça fait 2 ans qu'avec Emmanuel Macron, nous avons obtenu un mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Votre famille politique n'y voyait que du bien, puisqu'elle était favorable à cette forme d'ultralibéralisme. Je note qu'aujourd'hui, vous changez de discours. Je ne sais pas avec qui vous allez vous allier pour obtenir ces résultats. Mais en revanche, on parle transition écologique. Et là, vous me dites finalement, ne changeons rien. Comme s'il n'y avait pas d'urgence, comme si les mécanismes que vous citez avaient fonctionné depuis des années. Je regrette, ils ne fonctionnent pas, nous ne sommes pas au niveau, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Je réponds à la question de Dominique Seux qui disait est-ce que vous êtes favorable à un modèle de moindre croissance? Certainement pas. Certainement pas. Les Pierre Rabhi et autres qui nous disent que la solution c'est la frugalité. Personne ne les suivra. La solution, c'est une croissance verte. La solution, c'est la réindustrialisation de l'Europe. D'ailleurs, la réindustrialisation de la France est en cours et c'est une bonne nouvelle. Ce qu'il nous faut, c'est des champions industriels, mais notamment qui nous permettent de répondre à ces enjeux écologiques. La France et l'Allemagne se sont mises d'accord pour une alliance pour fabriquer en Europe les batteries de nos voitures électriques. Il est évidemment indispensable que cette alliance s'étende à l'ensemble de l'Union européenne, que nous ne soyons pas dépendants de la Chine et de la Corée qui fixent la fabrication et les prix des batteries pour les voitures électriques qui sont presque la moitié du prix d'une voiture aujourd'hui. Il est indispensable que nous sachions le fabriquer en Europe. Pour ce faire, il faut revoir les règles de la concurrence qui ont été dessinées au XXe siècle, qui ne correspondent pas aux réalités des marchés d'aujourd'hui, la nécessité de se projeter à plusieurs années sur un marché qui est un marché mondial et décider de secteurs stratégiques où l'on ose aider les entreprises privées à se développer. Ça, c'est ce que la droite traditionnelle a empêché depuis des années. Aujourd'hui, il y a urgence parce qu'en face de nous, il y a des géants chinois ou américains qui sont gavés aux aides publiques et qui détruisent le tissu économique européen. Juste peut-être quand même répondre, parce que là je crois qu'il y a des choses qui méritent d'être sérieusement corrigées. On va passer à un autre sujet, mais Madame Loiseau, je n'avais pas du tout la prétention de vous... je ne suis pas philosophe, simplement professeur de philosophie. En revanche, je n'aurais pas du tout la prétention de vous faire un cours de droit européen, mais quand vous dites que tous les leviers sont dans les mains de notre famille politique, vous savez très bien que c'est faux. C'est parfaitement faux. Évidemment, les États européens jouent un rôle fondamental dans la stratégie menée par l'Union européenne, et par conséquent, les États européens représentent la diversité des couleurs politiques de l'Europe. Le PPE est l'un des groupes forts du Parlement européen, c'est vrai, mais le Parlement européen n'est que l'une des institutions qui font avancer l'Union européenne. La Commission, bien sûr. Enfin, la Commission, elle n'obéit pas à un seul groupe politique. Elle fait de la diversité des familles politiques qui sont constituées par les États. Donc, ne nous faites pas croire quand même, s'il vous plaît, un peu de rigueur intellectuelle, que tout serait lié à l'action du PPE. Par ailleurs, l'action de notre famille politique en Europe, nous n'avons pas à en rougir. Vous avez mentionné le mécanisme de contrôle des investissements directs étrangers. Pardonnez-moi, mais il me semble que celui qui a fortement contribué au Parlement européen, c'est Franck Proust, qui est un eurodéputé de notre famille politique, c'est-à-dire les Républicains, au sein du PPE, qui d'ailleurs a lutté contre l'avis de votre gouvernement pour inclure par exemple les terres agricoles dans ses actifs stratégiques. On ne va pas polémiquer indéfiniment sur le bilan, je ne vous renverrai pas à celui de votre gouvernement, mais je crois qu'il faut quand même montrer un peu de sérieux quand on entre dans ces débats, et je ne laisserai pas dire n'importe quoi sur l'action qui a été menée. Quant au libre-échange, excusez-moi, mais le fait de considérer le libre-échange comme un but en soi et de rester à cette forme de naïveté que vous évoquiez à l'instant, là aussi, c'est le propre, je crois, du groupe politique que votre famille a trop longtemps nié vouloir rejoindre, qui s'appelle ALDE, le groupe des libéraux en Europe. Ce groupe, précisément, est prêt à signer tous les accords de libre-échange. Celui qui a, par exemple, tenté de sauver le filière de production en Europe face au Mercosur que le président de la République voulait signer le plus rapidement possible, c'est Michel Dantin, qui est membre de notre famille politique, et donc il faut, là aussi, je crois, montrer un peu plus de rigueur, parce que sinon, le débat ne peut pas être très clair. Alors très rapidement, oui, mais parce que pour avoir été ministre des Affaires européennes pendant 2 ans, je ne reconnais pas l'Europe que vous décrivez. Alors je comprends que pour vous, elle soit une terre de découverte, mais tout de même, le mécanisme de contrôle des investissements dans les secteurs stratégiques, c'était porté par le président de la République. J'ai été un des premiers ministres à en parler à mes homologues. Les plus grosses difficultés que nous avons eues sont avec votre famille politique. Ensuite,
S'agissant de... Chacun vérifiera. Oui, bien sûr que chacun vérifiera. Ensuite, sur le libre-échange. Le président de la République est celui qui a empêché d'avancer des négociations sur le libre-échange voulu par Jean-Claude Juncker avec le Mercosur. Nous avons eu de très nombreuses conversations avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, de votre famille politique, qui voulait signer à tout prix avec le Mercosur. Nous l'avons empêché pour protéger nos intérêts agricoles. Et au jour où nous parlons, les négociations avec le Mercosur sont suspendues grâce à l'action déterminée de notre pays et du président de la République. Donc, et grâce à l'élection parlementaire menée par Michel Dantin, président de la famille Michel politique, Dantin est un excellent député européen. Il a fait un voyage avec Et les commissions parlementaires de l'Amérique du Sud. ce n'est pas lui qui peut déterminer le mandat qui est donné à la Commission européenne pour les négociations. Je ne suis pas sûr qu'en fait tout le monde, évidemment, dans la salle, et moi en premier, ne saisisse toutes les subtilités, les commissions, etc. On risque d'être un tout petit peu lâché. J'ai envie de passer maintenant à un autre thème. On verra peut-être dans les questions sur le climat, qui était le point de départ, sur finalement la politique intérieure de l'Union européenne. On va parler de Schengen, mais j'aimerais avoir votre sentiment, parce que vous avez une réponse différente tous les deux, à cette question simple: y a-t-il un peuple européen? Est-ce que, je crois que oui d'un côté, non de l'autre? J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi l'une et l'autre, vous pensez qu'il y a ou il n'y a pas de peuple européen, puisque c'est, j'allais dire, une destinée qui était inscrite depuis 1957. Est-ce que c'est qui veut peut-être intervenir? J'ai vécu de longues années en dehors de l'Union européenne et jamais je me suis sentie aussi européenne à distance. Autant jamais je n'ai bien compris ce que la civilisation européenne avait d'unique et de particulier dans sa capacité à faire une grande diversité, quelque chose d'unique, à absorber des influences venues de l'extérieur et à rayonner sur le reste du monde. Cette civilisation européenne, elle s'est incarnée dans le passé. J'étais samedi à Strasbourg, une ville où j'ai habité 5 ans. À Strasbourg, on fête Gutenberg comme un enfant de la ville parce qu'il y a vécu. On le fait tout autant à Mayence où il est né. C'est un génie européen. Il n'est pas plus français ou plus allemand. Et je ne ferai pas la liste des innombrables génies européens. Je citerai évidemment Léonard de Vinci, puisqu'on fête son 500e anniversaire. Ce sont des génies européens au-delà. Vous avez l'impression que les peuples européens se rapprochent étape après étape, le marché, la monnaie, des valeurs, vous savez, de civilisation. Ça fait 1000 ans que les peuples européens, à la fois, se combattent, se connaissent et sont proches. Des grands mouvements intellectuels ont toujours été des mouvements du continent, que ce soit la Réforme, que ce soit les Lumières, que ce soit le romantisme, que ce soit, j'allais dire sur le plan artistique, le surréalisme. Ils ont toujours traversé tout le continent. Il y a quelque chose d'assez unique à se dire que quand on atterrit à Helsinki ou quand on conduit jusqu'à Barcelone, on est à la fois dans un autre pays, mais avec un sentiment de proximité que l'on n'a pas quand on arrive dans l'Arizona ou quand on arrive en Inde. Ça, c'est une réalité. Alors ensuite, qu'est-ce qu'un peuple? Je laisserai évidemment un professeur de philosophie vous dire ce qu'il pense de ce qu'est un peuple, mais une volonté commune de surmonter les tragédies du passé, l'ensemble des Européens la partagent. Une volonté commune de défendre des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs philosophiques, mais qui sont des valeurs de démocratie, d'état de droit, un modèle social. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en Europe, vous êtes plus ou moins protégé, mais il y a la notion du besoin d'une protection sociale. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis. Lorsque vous êtes au chômage, vous n'êtes protégé par personne. Lorsque vous êtes malade, vous commencez à être protégé depuis l'Obamacare, mais ça a été une véritable révolution. Ce sont des modèles de société qui sont propres à l'Europe. Est-ce que ça fait un peuple européen? Ça exprime en tout cas une volonté commune d'avancer ensemble. Un peuple européen, non.
Moi, je vois qu'il n'y a pas un peuple européen et que c'est le magnifique modèle de l'Europe que d'être une civilisation commune, mais une civilisation commune qui a donné naissance à une pluralité de cultures. Et ce qui fait un peuple, c'est précisément une culture, c'est d'abord une langue commune, c'est une manière de voir le monde, des références historiques, une architecture, un art. Et évidemment, il y a en Europe une fraternité, parce que ce lien qui nous unit et qui a été méprisé trop longtemps par les guerres que les peuples européens se sont livrés entre eux, il y a une fraternité par cette civilisation partagée. L'Europe, de ce point de vue-là, n'est pas une organisation internationale comme une autre, c'est évidemment une organisation qui exprime cette civilisation commune. Je regrette, moi, pour ma part, profondément, que l'Europe n'ait pas su nommer ce qui faisait ses racines. Et ça n'est pas du tout anecdotique, c'est une manière aussi de pouvoir lutter contre le communautarisme qui aujourd'hui fracture nos sociétés, une manière de pouvoir exprimer ce qui fait que nous sommes enfants de cette Europe et que nous sommes singulièrement français à l'intérieur de cette Europe. Mais je crois qu'il n'y a pas un peuple européen. C'est votre famille qui était au commencement. Voilà. Mais je n'ai aucun problème pour. Je n'arrive pas pour répéter les erreurs du passé, mais pour essayer de faire en sorte d'en tirer les enseignements et de les corriger quand c'est nécessaire, avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de fermeté aussi. Et je crois que nous avons fait une erreur forte à ce moment-là, qui n'était pas que symbolique, une erreur fondamentale. Je le dis comme enseignant, j'ai vécu dans l'enseignement dans ces quartiers dits sensibles où beaucoup de jeunes grandissent sans se reconnaître de la France, sans se reconnaître des héritiers de cette Europe. Et je crois que le fait de pouvoir partager avec eux cet héritage magnifique n'est pas une manière d'exclure, mais au contraire, la seule condition pour pouvoir intégrer vraiment et pour nous projeter dans l'avenir. Ce qui fait la force de la Chine ou des États-Unis aujourd'hui, c'est pas seulement leur économie, leur industrie, mais c'est la confiance très grande que ces nations ont d'être appuyées sur une culture commune et de projeter cette culture dans l'avenir. Nous sommes aujourd'hui en Europe, et je termine par là, une civilisation commune qui devrait pouvoir cesser de s'oublier elle-même, mais une pluralité de peuples qui font qu'il ne peut pas y avoir une seule démocratie en Europe. Il y a une forme d'union de ces peuples démocratiques qui choisissent de se renforcer par leur alliance et par le travail qu'ils mettent en commun dans la mondialisation. Et bien sûr, il y a ce projet que vous évoquiez à l'instant, mais ça ne fonde pas à soi seul un peuple. Un projet ne fonde pas un peuple est fondé par une histoire. Et cette épaisseur de l'histoire, nous ne pouvons pas en faire fi, nous devons faire avec elle pour que l'Europe obéisse à ce qu'elle est singulièrement. Elle n'est pas un empire qui uniformisait les peuples qui la composent, elle n'est pas non plus un éparpillement de petites nations qui se font concurrence entre elles, elle est cette expérience singulière d'un espace démocratique constitué d'une union de démocratie. Ça veut dire de votre esprit qu'il n'y a pas d'étape nouvelle à franchir dans l'intégration au-delà de ce qui a été fait ces 30-40 dernières années. Il n'y a pas d'étape. Et évidemment, le budget de la zone euro, alors côté français, c'est un peu une... Les Français sont sûrs, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui défendent cette idée-là, mais la France la défend depuis très longtemps. C'est un objet non identifié. Il me semble que ça implique en tous les cas et après on verra du point de vue de l'efficacité, il y a aussi un débat à avoir sur la dimension d'efficacité d'un budget de la zone euro, mais du pur point de vue des principes politiques, effectivement, ce serait sans doute problématique. C'est la raison, par exemple, pour laquelle j'étais opposé à l'idée de liste transnationale que voulait le président de la République, qui ne fait pas partie, je crois, du projet que vous présentez, mais c'était une idée qu'il avait versée au débat. Encore une fois, je respecte le pluralisme et la différence des visions, mais je ne partage pas du tout cette idée parce que je crois que ce qui fait la singularité du Parlement européen, c'est précisément que chaque démocratie s'exprime pour faire avancer la vie démocratique en Europe et non pas qu'on supposerait ou qu'on fantasmerait un peuple européen qui n'existe pas. D'ailleurs, il suffit d'aller au Parlement européen, même en y ayant passé beaucoup moins de temps que vous. J'ai déjà eu l'occasion d'y voir à quel point chacun savait s'identifier, comme dans chacune de vos entreprises ou de vos activités, à partir d'une culture, d'une manière de vivre le débat démocratique. Et c'est cette diversité qui fait la belle aventure de l'Europe. Une étape supplémentaire, aller dans les 5 ans qui viennent, plus dans l'intégration européenne ou pas? Vous savez, moi, je ne suis pas du tout idéologique, je ne suis pas fédéraliste, je suis pour une Europe de solutions. Là où la coopération entre États et entre gouvernements fonctionne, laissons-la fonctionner. Là où elle est insuffisante, réparons ce qui manque. J'entends François-Xavier Bellamy nous dire très rapidement qu'il est hostile à un budget de la zone euro. Je ne suis pas pour un budget de la zone euro par idéologie. Je vois simplement qu'il faut aujourd'hui renforcer la solidité de l'euro et la place de l'euro dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une monnaie commune sans avoir un budget commun. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Notre monnaie est encore en fragilité. Nous n'avons pas terminé l'union bancaire. Nous avons à peine commencé l'union des marchés de capitaux.
Nous devons nous préparer à la prochaine crise. Ça n'est pas parce qu'en ce moment il y a de la croissance dans la zone euro et que dans cette croissance, d'ailleurs, la France est en tête par rapport à ses partenaires, y compris allemands, qu'il faut penser qu'il fera beau tous les jours. La tension économique et commerciale entre les États-Unis et la Chine peut demain nous mettre face à une nouvelle crise. Nous n'avons pas tiré les leçons de la précédente crise financière, pas suffisamment. Un budget de la zone euro, il est là pour rattraper le retard d'investissement que l'on constate partout dans la zone euro, notamment en Allemagne. Financièrement, l'objectif, c'est quoi, le budget de la zone euro? Et quel montant? C'est démarrer petit, parce que nous n'arrivons pas à convaincre davantage nos partenaires qui sont dans cette euphorie consistant à dire, puisque la croissance est là, ne faisons rien. Nous nous disons, faisons-le, réparons notre toit tant qu'il fait beau, n'attendons pas qu'il pleuve. Il faut qu'il puisse atteindre plusieurs points de PIB, mais pas tout de suite. Plusieurs points de PIB, plus précisément 2-3 points de PIB, mais pas tout de suite. Et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir les ressources pour ce budget, notamment la taxe sur les transactions financières et la taxe carbone à l'entrée sur le marché européen. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Pour investir, parce que partout on est en déficit d'investissement. Je parlais de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Est est en déficit d'investissement et c'est la cartographie précise de l'extrême droite allemande. Depuis 2008, l'Allemagne a sous-investi. Nous avons besoin d'un budget de convergence économique parce qu'on ne peut pas avoir la même monnaie et des économies qui, depuis la crise, ont plutôt divergé. Et nous avons besoin, en cas de crise, de venir aider un pays confronté à la crise à continuer à investir pour éviter la casse, comme on l'a vu dans un certain nombre de cas dans l'Union européenne. C'est quand il dit un budget européen, le budget de la zone euro vient d'un pays qui est en déficit depuis 50 ans, c'est vrai que la crédibilité dans les autres capitales est un peu limitée. Voilà. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre à bras-le-corps le sujet des finances publiques. L'année dernière, notre déficit était pour la première fois en dessous de 3%. Cette année, tout le monde sait les raisons qui font la colère sociale qui a fait que nous avons accepté de creuser le déficit, mais dans une année particulière qui est aussi l'année de la transformation du CICE et de l'absorption de la dette de la SNCF. C'est donc une période tout à fait particulière. Et donc ce sérieux sur les finances publiques, c'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'il y a un gouvernement sérieusement engagé pour remettre nos finances publiques en ordre. Il est vrai que jusqu'à maintenant, tous ceux qui parlaient convergence fiscale ou qui parlaient budget de la zone euro dans nos prédécesseurs, parce que vous avez raison, c'est une idée ancienne, étaient exécutés parce qu'il n'y avait pas eu assez de réformes en France. Je suis fier d'avoir appartenu à un gouvernement qui a pris les réformes à bras-le-corps. Si François Bellamy, si votre famille politique avait gagné la présidentielle, si François Fillon avait gagné la présidentielle, est-ce que la situation financière de la France serait différente? Est-ce qu'il y aurait eu la crise des Gilets jaunes? On va réécrire l'histoire avec des si, mais ce qui est certain, c'est que le projet de François Fillon, c'était un projet extrêmement clair et structuré pour remédier à ce grand défi qui consiste à rééquilibrer les finances publiques. Parce qu'aujourd'hui... Ma question, je la précise, pardon. Avec le recul de la crise des Gilets jaunes, vous vous dites que c'était malgré tout le bon programme. Mais qu'est-ce qui a fait la crise des Gilets jaunes? C'est pas une grande réforme structurelle qu'on aurait pu expliquer aux Français. Ce qui a fait la crise des Gilets jaunes, c'est une énième hausse de taxes qui avait pour but de combler les finances de l'État dans un État qui n'a pas su se réformer. Monsieur Macron n'est pas le responsable de la situation de déséquilibre des finances publiques. Il en hérite, je ne vais pas lui reprocher. Toutes les familles politiques ont leur part dans cette situation. Cela étant dit, on peut constater qu'après 2 ans d'exercice du pouvoir, même après 7 ans si on inclut ce qu'il a fait auprès de François Hollande, malheureusement absolument rien n'est résolu. Et je dirais même, pardonnez-moi, que rien n'est entrepris. En réalité, aucune réforme sérieuse n'a été menée, aucune baisse sérieuse du nombre de fonctionnaires. Et pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, notre pays est le 28e sur 28 en matière de déficit public. Donc je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui arriver à Bruxelles ou à Strasbourg en disant, avec le sourire, que nous avons fait les réformes nécessaires. Non, nous ne les avons pas faites. Et je ne dis pas ça encore une fois pour accabler qui que ce soit, mais pour prendre la mesure de la responsabilité qui nous attend. C'est aussi une manière de répondre à la question du budget de la zone euro. Nous ne croyons pas à un budget de la zone euro, d'abord parce que vous avez commencé votre propos en disant que vous étiez pragmatique. La première chose qu'on peut dire, c'est que si l'on est pragmatique,
Ce budget de la zone euro n'a aucune chance d'aboutir, absolument aucune. Parce qu'effectivement, la France est sans doute le seul pays qui croit à l'idée d'un budget de la zone euro, en tout cas qui le défend aujourd'hui dans les débats européens. Un budget de plusieurs points de PIB, voilà ce qui a été... Je vous rappelle que Mme Merkel s'est mis d'accord avec le président de la République sur le budget de la zone euro. Pour un montant qui est 100 fois inférieur à celui que le président de la République avait estimé, ce qui était une manière polie de répondre qu'en réalité, il n'était pas question de suivre la voie de la France sur le sujet. Un budget de la zone euro, ça voudrait dire très concrètement, dans la situation où se trouve la France, de faire payer nos dettes par ceux qui sont capables de produire des excédents. En tous les cas, ça ne répond pas au défi. Ça ne répond pas au défi. Le défi, quel est-il? Le défi, c'est le déséquilibre actuel de la zone euro, qui est effectivement un vrai défi pour nous. S'il s'agit d'avoir un mécanisme de contrôle et de réponse aux crises, alors ce mécanisme existe déjà, il s'appelle le MES, et nous proposons d'aller jusqu'à en tripler le budget pour faire face effectivement aux prochaines crises qui pourraient venir. Je pense par exemple à la situation italienne. Bien sûr, le MES doit fonctionner comme il a fonctionné. Bien sûr, il doit être l'occasion aussi, quand il agit, ça n'a pas été le cas avec l'Irlande, ça a été une grande erreur, de pousser les pays qui sont concernés à faire les réformes nécessaires pour aller dans le sens d'une meilleure convergence économique, sociale et fiscale avec les autres pays de l'Union européenne. Mais c'est cette convergence qui compte. Et cette convergence, au fond, c'est très simple finalement. Il faut d'abord que les pays, disons, du Sud fassent les réformes indispensables pour retrouver leur compétitivité. La plupart des pays l'ont fait d'ailleurs. Et la France aujourd'hui est le seul à être en déficit commercial massif. Donc c'est possible. Il faut donc que les pays qui en ont besoin se réforment pour retrouver une compétitivité, se mettre au niveau du marché unique. Et il faut que les pays qui du Nord, pour schématiser, puissent relancer leur demande intérieure plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Et au fond, l'équation elle est simple, il faut que chacun fasse sa part du chemin. Et ce qui fait aujourd'hui, et je le dis avec gravité, mais ce qui fait aujourd'hui la crise qui se profile, ou en tous les cas le déséquilibre de la zone euro, c'est d'abord notre propre incapacité à être crédible dans les réformes que nous avons à faire. Et nous sommes extrêmement loin du compte. Mais encore une fois, on ne résoudra pas le problème, si vous voulez, quand on est le dernier de la classe en matière de déficit public, on ne résoudra pas le problème en demandant aux États qui savent, eux, pour le coup, faire des excédents budgétaires, faire des excédents commerciaux, de mettre plusieurs points de PIB sur la table. Évidemment, ils ne le feront pas, et ce n'est pas en passant par cette voie-là que nous aurons la crédibilité nécessaire pour faire entendre ces nouveaux équilibres que nous avons aujourd'hui. Trois questions rapides pour chacun d'entre vous avant de passer la parole à la salle. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous considérez économiquement comme libéraux? Oui, sans aucune espèce de pudeur de gazelle, mais un libéralisme qui va avec le souci d'une économie sociale de marché, c'est-à-dire un souci de protection sociale, de convergence sociale au sein de l'Union européenne, parce qu'avoir un marché unique en ayant un niveau de salaire et un niveau de protection sociale très différent dans l'Union européenne, c'est mettre les travailleurs en concurrence entre eux, et c'est risquer une convergence vers le bas que nous voulons absolument combattre. Oui. La réponse est aussi que je suis un passionné de la liberté, de cette liberté dont notre pays a tellement besoin. Et que notre pays a le libéralisme en économie, c'est un Ah oui, bien sûr, non, aucun problème. Disons qu'on a. De toute façon, en France, je crois que c'est déjà assez simple, dans le sens où on ne peut être que plus libéral que la situation dans laquelle notre pays se trouve. En tous les cas, il est impossible d'être plus étatiste que la situation actuelle. Et je crois que ce qui tue notre pays aujourd'hui, c'est l'asphyxie qui est créée par le poids de la dépense publique, par le poids de l'État et de l'administration dans l'action de ceux qui travaillent, de ceux qui entreprennent. Je crois profondément, si c'est une manière de répondre à votre question, que les politiques ne créent pas de valeur, qu'ils ne créent pas d'emploi, qu'ils ne produisent pas d'activité, et qu'ils sont là seulement, que l'État est là seulement pour créer les conditions dans lesquelles ceux qui travaillent, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui créent de l'activité peuvent travailler efficacement. Et je crois, pour terminer, que ce qui a fait peut-être notre erreur actuelle, c'est de confondre le libéralisme avec une forme de néolibéralisme, ou c'est de confondre, pour le dire plus exactement, le libéralisme avec une forme d'économicisme. Il me semble que le marché doit être préservé dans la liberté des acteurs qui interviennent sur le marché, pour pouvoir servir quelque chose d'autre que le marché. Le marché n'est pas un but en soi. Et le marché est seulement un outil pour faire en sorte que les hommes et les femmes qui travaillent et qui entreprennent, les hommes et les femmes qui cultivent, puissent être... que l'humain soit vraiment servi. Le marché doit être un outil au service de l'homme, et c'est peut-être ce qui parfois nous a manqué. Je pense notamment au fait de réorienter nos politiques de libre-échange ne doit pas être une occasion de nous fermer au reste du monde, de nous résigner à ne plus être compétitifs, à ne plus être concurrentiels, de nous
fermés entre quatre murs pour nous laisser mourir à petit feu. Nous croyons à la force de nos entreprises, à l'excellence de nos savoir-faire, mais il faut sortir de la naïveté pour faire en sorte que le libre-échange soit un moyen au service de la capacité de nos entreprises de rayonner dans le monde et donc des personnes qui les composent. L'un et l'autre, l'équilibre de leur vie. Dans quelle majorité serez-vous, question traditionnelle, mais on a envie d'avoir la réponse, au lendemain des élections européennes, parce qu'évidemment, les députés français, 79 au total, et probablement moins, après le Brexit, sur 705 ou 750, ça fait quand même peu. Avec qui vous allez peser? Alors, ça sera 74 sur 750 et 79 sur 705. C'est peu intuitif, mais c'est la réalité. Nous voulons rattraper l'erreur qui avait été commise en 2013 pour des raisons que je ne m'explique toujours pas, où la France n'avait pas réussi à être représentée à due proportion de sa population. Et donc nous voulons profiter du départ des Britanniques, si ce départ a lieu un jour, chose sur laquelle je finis par avoir moi-même quelques doutes, pour récupérer quelques sièges qui nous sont dus à ces 60 Est-ce que ce n'est pas ou pas aujourd'hui? Écoutez, il est souhaitable de respecter les votes démocratiques. Il y a eu un vote démocratique en 2016, on peut regretter, on doit le respecter. Et on voit qu'aujourd'hui, dans les sondages pour les élections européennes au Royaume-Uni, la formule paraît un peu ubuesque, le premier parti qui arrive en tête des sondages est le parti du Brexit. Et donc il faut en venir à se séparer de la manière la plus ordonnée possible. C'est ce que nous avons proposé avec l'accord de retrait qui a été négocié et signé grâce à Michel Barnier. Et si les Britanniques décident, eux, de sortir brutalement, ça n'est pas à nous de les empêcher de sortir. C'est à nous de limiter les conséquences pour nos concitoyens et pour le secteur économique. Ce que nous avons fait pendant cette majorité. Nous créerons un groupe au centre du Parlement européen, centriste et central, sans lequel aucune majorité ne sera possible. Nous réunissons, oui, c'est tout à fait exact, certains qui viennent du groupe centriste ALDE, mais d'autres aussi qui nous rejoignent. Une partie d'entre eux étaient là à Strasbourg, qui ne seraient pas allés dans ce groupe ALDE. Ce qu'il y a en commun entre nous, c'est d'être des Européens convaincus, exigeants, un groupe charnière, en fait, démocrates et soucieux de l'état de droit. Nous ne siégerons jamais avec un parti qui ferme des universités, qui poursuit des ONG, qui lutte contre des minorités et qui met en danger l'indépendance de la justice, comme le Fidesz de M. Orban. Et j'aimerais savoir si M. Bellamy est prêt à siéger avec les députés européens. Il va répondre dans une seconde. Qui est votre candidat pour la présidence de la Commission? Nous avons dit que nous étions hostiles au principe de ces Spitzenkandidaten qui étaient censés ramener la proximité entre les citoyens européens et le projet européen et qui nous a conduit à avoir Jean-Claude Juncker. Je ne suis pas sûr que la méthode ait abouti aux résultats annoncés. Michel Barnier est votre candidat ou pas? Il n'est pas candidat à ma connaissance. Nous prendrons connaissance des candidats lorsqu'ils se prononceront. Et nous voulons un président ou une présidente de la Commission qui soit un Européen convaincu, démocrate, progressiste et capable de répondre aux attentes et aux inquiétudes des Français et des Européens. Dans le même parti que M. Orban. Alors d'abord, nous sommes très clairs sur nos alliés. Je crois que la clarté fait partie du débat démocratique et je suis heureux que soit enfin prononcé le nom du groupe que vous rejoindrez au Parlement européen parce que je crois que c'est important pour que les Français sachent à qui ils confient leur voix. Nous constituons un nouveau groupe, c'est ce que j'ai dit et donc je le répète. Dont le point de départ est effectivement le groupe ALDE. Donc là aussi, je ne vous en fais pas reproche parce que je crois qu'il faut que chacun comprenne qu'à l'intérieur d'un groupe politique européen, il peut y avoir des désaccords, mais il y a quelque chose d'un peu ironique dans le fait que vous me reprochiez la tendance au libre-échange de certains membres du PPE. Là, pour le coup, s'il y a un groupe qui incarne effectivement cette idéologie d'une forme de naïveté dans la mondialisation, de l'ouverture à tout prix, c'est peut-être ce groupe-là, mais passons. Effectivement, nous avons aussi des désaccords avec certains membres du PPE, mais nous faisons partie de cette grande famille politique qui est centrale dans la construction européenne, qui a vocation à rester un groupe fort au Parlement européen de demain pour faire entendre la voix de la France. Et bien sûr, nous avons des désaccords avec d'autres familles politiques au sein de ce groupe. Je pense par exemple à la proposition qui a été faite par Mme Kramp-Karrenbauer d'abandonner le siège de Strasbourg ou de mutualiser le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies.
toute proposition qui dise au fond l'affaiblissement de la voix de la France au Parlement européen, et on a besoin de retrouver, c'est la raison pour laquelle la responsabilité que nous avons est grande, parce que le PPE restera un groupe fort, on a besoin que la France soit forte au sein de ce groupe fort, parce que sinon c'est nos intérêts qui seront directement marginalisés, et c'est ce que nous ne voulons pas. Et bien sûr, nous siégerons dans ce groupe que j'espère voir continuer de représenter l'Union européenne dans sa globalité, et ça veut dire effectivement que je m'inquiète beaucoup de la façon dont l'opposition populiste progressiste est en train de tenter de fracturer l'Europe. L'Europe n'a jamais avancé par l'anathème, elle n'a jamais avancé par l'exclusion. Elle a toujours progressé lorsqu'elle a été l'occasion d'un dialogue exigeant avec des partenaires avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord. Le Fidesz est un grand parti hongrois qui a contribué à libérer la Hongrie du totalitarisme soviétique. Il fait partie du PPE depuis plus de 20 ans. On ne règle pas cette histoire d'un trait de plume. Ça ne veut pas dire que nous n'ayons pas des désaccords avec M. Orban, mais la manière dont on a instrumentalisé sa politique migratoire pour jeter l'anathème sur tous ceux qui voulaient maîtriser leurs frontières, qui a retourné aujourd'hui à changer habilement le discours à la veille de l'élection européenne, cette manière-là, je crois, ne favorisera pas le projet d'Europe. Et au fond, on en revient à cette question du débat. Pardonnez-moi, mais c'est quand même important. Parce que tout le monde le voit bien, malheureusement. Il y a une tactique proprement politicienne qui consiste à tenter de fracturer le PPE pour faire exister le groupe que vous souhaitez construire. Exactement comme on veut. Chacun le voit bien. Le but est d'être seul face à Marine Le Pen pour permettre à M. Macron de ne pas rendre compte de son bilan et de son action, comme si au fond l'alternative qui construit le débat démocratique de demain devait être la seule alternative entre populistes et progressistes. Eh bien, je ne le crois pas. Et en cherchant à exclure M. Orban, vous allez me pousser dans les bras de M. Salvini. Je pense que mettre en scène cette opposition est absurde. Elle est d'ailleurs absurde parce qu'on voit bien que M. Macron a traité de lèvres nationalistes et les pays qui voulaient maîtriser leurs frontières pour prendre ensuite exactement les mêmes décisions qu'eux. Je crois que ça n'est pas digne d'un débat démocratique européen respectueux. C'était avec l'Italie, quand l'Italie a refusé d'accueillir l'Aquarius. C'est pas en jetant des anathèmes qu'on va remettre la France au cœur du débat européen, et c'est pas en jetant des anathèmes qu'on va prendre en charge la complexité des sujets qui font aujourd'hui les grands défis de l'avenir de l'Europe. Vraiment 30 secondes pour qu'on ait vraiment le temps de la salle. Mais finalement, vous avez raison, Dominique Seux. François-Xavier Bellamy est un vieux politique. C'est-à-dire qu'il use de formules. Pas dit ça. Vous avez dit qu'il faisait de la politique depuis plus longtemps que moi. Moi, je n'ai pas envie d'en faire de cette manière-là. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy a parlé très longtemps pour nous dire que dans le fond, il restait dans le même groupe. C'est pas nous qui voulons exclure Viktor Orban. C'est vous qui nous imposez de l'exclure et pour le mettre dans la base de c'est votre parti. Et c'est M. Orban qui aujourd'hui est reçu aux États-Unis par M. Trump en grande pompe. Et c'est M. Orban qui dit qu'il faut faire une alliance avec M. Salvini. C'est vous qui décidez de fermer les yeux là-dessus, comme votre famille politique a fermé les yeux depuis 10 ans, sur un régime qui va contre l'indépendance de la justice, qui ferme des universités, vous devriez être sensible à la liberté académique, qui poursuit des ONG et qui poursuit des minorités. Pardonnez-moi, mais on parle de valeurs de civilisation européenne. Pour moi, les valeurs et la civilisation européenne sont les valeurs et la civilisation, en particulier de pays de l'Est de l'Europe qui n'ont pas rejoint un marché, mais qui ont rejoint la liberté, la démocratie et la bonne gouvernance, et qui, en ce moment, sont en train d'être pris en otage par des gens dont vous ne voulez pas avoir le danger, mais que moi, je veux combattre. Question de la salle. Qui lève la main? Si vous pouvez juste dire qui vous êtes et respecter la règle proposée par Henri tout à l'heure, moins de 30 secondes pour la question. Merci, merci. Bravo pour votre prestation, vous êtes très brillant. Bravo pour vos idées, elles sont géniales. Certainement rappeler celles qu'on entendait il y a 30 ans, notamment quand on faisait le marché unique. À l'époque, on parlait de réciprocité, maintenant vous parlez de préférence européenne. Ma question, elle n'est pas là. Ma question, elle est, même si vos idées à tous les deux sont géniales, comment vous les faites passer? La question est de savoir, pour vous, dans les 5 ans à venir, si vous voulez une Europe à 6, 7 ou 8, dans lequel effectivement on pourra renforcer l'intégration, mais auquel cas ça va poser un problème avec l'ensemble du système, ou si au contraire vous considérez qu'il faut rester à une Europe à 28, dans lequel les 20 dernières années nous ont montré que ce n'était qu'un processus dans lequel l'Europe se défritait pan par pan. Les Grecs ont failli mettre en l'air l'euro, Schengen a volé en éclats, et aujourd'hui les Anglais sont sur le départ, c'était le plus grand échec. La négociation ayant d'ailleurs été complètement sabordée depuis le départ à ce sujet. Je peux répondre.
Yves Thibault-Sigli. Volontiers, merci Yves Thibault-Sigli. Avancer à 28 chaque fois qu'on le peut, ou à 27, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait plus très bien quoi dire, c'est ce que nous devons avoir comme objectif. Mais si cet objectif d'unité fait que c'est l'Europe au point mort, je préfère encore l'Europe à plusieurs vitesses. Une Europe dans laquelle on ne prédétermine pas à l'avance qui est prêt à aller de l'avant, mais où ceux qui sont prêts ne sont pas bloqués par ceux qui ne le sont pas ou qui ne le veulent pas. C'est d'ailleurs ce qu'on a réussi à faire depuis quelques années, avec le parquet européen, avec la coopération en matière de défense, des coopérations qui ne réunissent pas tous les Européens, mais qui attirent de plus en plus d'Européens. La coopération en matière de défense, elle était optionnelle, nous sommes 25. Le parquet européen, nous avons commencé à 9, nous sommes 22. Schengen et l'euro ne se seraient jamais fait s'il avait fallu être 27 ou 28. Il faut avoir cette capacité, cette vision pour aller de l'avant. En revanche, de mon point de vue, en matière démocratique, en matière de valeurs, il ne peut pas y avoir une Europe à plusieurs vitesses. Réponse. Oui, c'est aussi la vision que pour le coup nous partageons. Il faut qu'on puisse libérer la capacité des États de créer des blocs de coopération renforcés sur des sujets précis, si tous les États ne sont pas d'accord pour avancer ensemble. La question de l'Europe de la défense est une question symptomatique, c'est sans doute un échec de l'Europe aujourd'hui, parce que on sait le poids qu'a longtemps pour beaucoup d'États, effectivement, d'Europe de l'Est par exemple, qui historiquement se sentent la nécessité de rester protégés par l'Alliance Atlantique et qui par conséquent sont très réticents à toute perspective de construction d'une Europe de la défense. En tous les cas, certains d'entre eux, il faut qu'on puisse avancer ensemble sur des actions fortes, d'abord en matière d'industrie de la défense, et je crois que c'est en passant par le concret et par le pragmatisme qu'on pourra convaincre d'autres d'avancer avec nous. C'est la raison pour laquelle, par exemple, y compris sur le plan démocratique, nous sommes opposés à l'idée d'une armée européenne, parce que c'est plutôt une chimère qui consisterait, qui aboutirait à intimider et à décourager certains États qui ne voudront pas s'y engager du fait des intérêts américains qui s'expriment très fortement dans certains États d'Europe, qu'une manière d'avancer concrètement. Avançons concrètement sur notre autonomie stratégique en matière d'industrie de la défense, et plutôt que d'entretenir le rêve d'avoir une chaîne de commandement unifiée qui n'aboutira jamais. Autre question. Je vais quand même réagir très vite sur l'armée européenne, très vite, parce que oui, mais moi j'hésite pas à intervenir quand même, parce que d'ordinaire ce sont les extrêmes qui font des fake news, mais quand il y en a, il faut quand même réagir dessus. Le principe d'une armée européenne, c'est le principe d'avoir des troupes qui sont capables d'intervenir ensemble dans des opérations extérieures, donc de mesurer la menace ensemble, de planifier ensemble, de s'entraîner ensemble, et d'avoir des matériels communs. C'est ce que nous faisons déjà, par exemple, avec Barkhane au Sahel, et c'est heureux. Je ne pourrais pas laisser dire que, par exemple, la Pologne ne veut pas de l'Europe de la défense, puisque la Pologne est dans la coopération structurée permanente. Bien sûr, elle est attachée à l'Alliance Atlantique, mais elle sait que le danger qui la menace est tel qu'elle a plus besoin que quiconque de l'Europe de la défense. Elle a été un des premiers pays à nous rejoindre. Une autre question. Du coup, pardon, mais je ne vais pas me laisser accuser de faire des fake news sans réagir. Désolé, mais le mot d'armée européenne, ça veut dire, ou alors c'est pas une armée européenne, ça veut dire plusieurs armées européennes qui travaillent ensemble. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Quand on verse dans le débat l'idée d'une armée européenne, il faut employer les termes avec la rigueur qu'ils impliquent. Je ne fais pas de fake news, je me contente de prendre au sérieux la proposition que vous faites. Je vous signale que c'est la proposition d'Angela Merkel tout autant que la nôtre. Autre question, et naturellement mes consoeurs et confrères sont les bienvenus à ces questions. Si je peux me permettre de poser une question aux deux têtes de liste modérées, partisanes du libéralisme économique, si j'ai bien compris, et pour revenir sur la question de la lutte contre le changement climatique. Seriez-vous favorable à l'instauration d'une taxe carbone dans toute l'Union européenne, avec ajustement aux frontières, donc avec imposition aux frontières, pour suivre la trajectoire d'un prix du carbone, qui a été déjà élaboré, et qui soit intégralement redistribué à chaque citoyen européen. J'explique un petit peu l'idée qui est défendue par un très grand nombre de prix Nobel d'économie, américains et européens, c'est que l'important, ce n'est surtout pas que ce soit une taxe, une erreur du gouvernement français. L'important, c'est qu'il y ait un prix du carbone que chacun connaisse. Cette proposition permet d'éviter
les problèmes de redistribution en redistribuant le produit de la taxe carbone, et j'insiste à tous les citoyens de l'Union européenne. Même si tout le monde n'est pas d'accord, mettre l'idée en avant, c'est peut-être une manière de la mettre en branle. J'aimerais vous écouter sur cette... Alors l'un et l'autre, assez brièvement, parce qu'il y a beaucoup de questions. En une phrase, c'est ce que nous avons tenté de défendre dans notre barrière écologique. L'idée est non d'avoir une taxe carbone, vous avez raison, que de fixer un prix du carbone. Par exemple, une idée intéressante dans le projet que vous défendez, c'est le fait de pouvoir taxer le kérosène sur les vols intérieurs. Nous croyons que cette perspective n'est pas réaliste pour des raisons purement techniques à cause de la Convention de Chicago. En revanche, on pourrait très bien imaginer de faire entrer l'aviation dans le marché du carbone. Elle l'est aujourd'hui. Le 80% des quotas carbone sont délivrés à titre gratuit. Nous proposons qu'ils soient maintenant délivrés à 100% à titre onéreux, et que simultanément on redistribue cet argent pour faire baisser la fiscalité, notamment en France, mais dans tous les autres États européens, ce qui revient un peu à ce que vous évoquiez à l'instant. Et je crois que c'est en même temps, c'est effectivement important de pouvoir affecter un signal prix qui permet de dissuader. Vous êtes d'accord pour un renchérissement assez significatif des prix des billets d'avion? C'est sans doute nécessaire parce qu'en effet aujourd'hui il y a une dissymétrie dans la taxation des carburants qui d'abord est problématique, qui fait qu'aujourd'hui un ouvrier de conditions modestes qui a besoin de sa voiture pour aller travailler va payer plus que celui qui s'offre des vacances de façon comme une forme de superflu. Et effectivement, si on veut lutter contre les émissions de carbone, il faut qu'on puisse passer par là, bien sûr. Très rapidement favorable à l'augmentation du prix plancher du carbone en Europe, qui aujourd'hui est trop bas et ne fait pas son effet. Favorable évidemment à une taxe carbone aux frontières, favorable aussi à une taxe sur les billets d'avion plus que sur le kérosène lui-même, parce qu'on voit très bien la difficulté que cela présenterait, et c'est ce que nous avons d'ailleurs proposé très clairement dans notre projet. Ensuite, comment est-ce qu'on affecte le produit de cette taxe carbone aux frontières? Pour nous, il doit précisément venir aider à des investissements dans les infrastructures vertes, des investissements dans la connaissance et dans l'acquisition de compétences. Je ne suis pas sûre qu'en le redistribuant à chaque Européen, ce serait le plus efficace. Autre question, levez la main pour que je sache. Oui, Dominique Moisy. J'ai beaucoup apprécié les principes philosophiques. J'ai beaucoup apprécié les principes philosophiques mis en avant par François-Xavier Bellamy. Je suis tout à fait d'accord avec lui que toute nouveauté n'est pas nécessairement un signe de progrès. Maintenant, quand vous appliquez politiquement ces grands principes, j'ai un petit problème. Quand vous dites que, par exemple, si on isole le Fidesz, il va tomber dans les bras de Salvini, je n'ai pas l'impression qu'il est attendu d'être isolé pour tomber dans les bras de Salvini. Il a été plutôt le modèle ou le contre-modèle. Et ce qui m'inquiète en termes de grands principes historiques, c'est qu'on a déjà été sur le chemin où nous entraîne M. Orban. Est-ce qu'il faut réapprendre tout cela pour le découvrir tel qu'il est réellement? Donc, comme vous êtes philosophe, je pense que vous êtes aussi un peu historien. Il faut quand même remettre les choses, pardonnez-moi, dans leur juste proportion. Quand vous parlez de ce chemin qu'on a déjà fait, vous voulez parler de qui exactement? Tout simplement les années 30 et 40 et la montée des populismes en Europe. Donc vous comparez M. Orban à Adolf Hitler, en fait, c'est ça? Pas nécessairement à Adolf Hitler, mais dans sa pensée, il y a quand même... il n'y a pas qu'Hitler dans les années 30. Il faut, je crois, quand même avoir juste le sens des proportions. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Orban? Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir un conflit avec M. Soros, qui finance une université en Hongrie. Je suis attaché aux libertés académiques, c'est absolument incontestable, et je crois que nous devrions pouvoir faire entendre à M. Orban que faire fermer les universités ne devrait jamais être admissible. Enfin, M. Soros assume parfaitement aussi de faire de cette université qu'il ouvre une forme de lobbying contre M. Orban, qui a un bras de fer qui évidemment dépasse là ce que nous pouvons connaître ici, en France, où l'université... Elle a été ouverte bien avant, pardonnez-moi. Cette université a été ouverte bien avant. Je ne défends pas, encore une fois, je ne vais pas me faire l'avocat de M. Orban, mais je crois qu'on doit quand même savoir raison garder un peu la tête froide. M. Orban, encore une fois, est membre d'une famille politique qui ne se réduit pas d'ailleurs à lui, et dans laquelle je crois qu'on ne peut pas voir de dérive totalitaire, puisque c'est exactement ce que vous évoquiez à l'instant. Ce qui est clairement reproché à M. Orban, ce qui a fait le cœur du conflit, c'est la question migratoire, dont on n'a pas parlé maintenant.
je le regrette parce que c'est une question majeure. Au fond, l'Europe, pendant trop longtemps, a pensé répartition au lieu de penser protection de ses frontières. Et pendant très longtemps, beaucoup nous ont expliqué, y compris M. Macron d'ailleurs, que la question de la frontière était une question taboue, une question scandaleuse, que parler de frontières, c'était déjà être d'extrême droite. Parce que oui, pardon, c'est vrai, le curseur des extrêmes est parfois un peu décalé, et je me fais régulièrement accuser d'être d'extrême droite pour des propositions qui sont, comme vous l'aurez vu, j'espère, relativement modérées pour reprendre votre expression. Parler de frontières, c'était être d'extrême droite. Ben, moi, je ne le crois pas. Et je crois que le défi qui est devant nous en Europe, c'est de défendre ensemble les frontières extérieures de l'Europe. Récemment, Mme Bellier a expliqué de nouveau sur BFM TV que les flux migratoires, on ne les arrêterait pas, je reprends son expression littérale. Moi, je crois que si nous en restons à cette impuissance collective, nous allons continuer de déstabiliser le monde qui est devant nous, de déstabiliser nos sociétés, mais aussi de déstabiliser le continent africain et de provoquer ces tragédies en mer Méditerranée que l'on voit trop souvent. Il faut maîtriser nos frontières, c'est un impératif absolu, et ça doit être l'occasion d'une coopération européenne très forte. Mais ce qui a fait le conflit avec Viktor Orban, c'est qu'effectivement, on en est resté à une position dans laquelle, qui est celle de M. Macron aujourd'hui, répétée lors de sa conférence de presse il y a quelques jours, au fond, on se contente de subir des flux migratoires qu'on n'a pas su maîtriser, et ensuite on répartit les quotas de migrants. Et tous les États qui ne veulent pas accepter un quota de migrants sont soit exclus de l'espace Schengen, c'est la proposition que faisait M. Macron il y a quelques jours, pardonnez-moi, ou alors il va falloir que vous me l'expliquiez un peu mieux. Pas du tout, mais il faudrait peut-être nous écouter. Mais vous allez nous la réexpliquer alors, parce que moi c'est ce que j'ai entendu. Remettre à plat l'espace Schengen, me disait M. Macron, c'est faire en sorte que chaque pays contribue à l'accueil des migrants, soit en acceptant un quota. Alors vous allez me l'expliquer, je vais vous laisser vous faire le porte-parole de M. Macron, c'est vrai, vous serez sans doute plus efficace que moi dans ce registre. En tous les cas, il est certain que ça a été l'erreur qu'a fait l'Europe trop longtemps, et que ce qui a fait le cœur du conflit entre Jean-Claude Juncker et Viktor Orban, c'est l'idée qu'il fallait imposer des quotas de migrants à la Hongrie. Or, pour ma part, je crois que sur ce point, pardonnez-moi de vous le dire, M. Orban avait raison. On ne peut pas vivre dans une Europe qui a pour toute politique le fait de gérer notre puissance collective en imposant à des États une politique migratoire qu'ils ne peuvent plus décider en se fondant sur leur capacité d'accueil et d'intégration. Il y a aussi évidemment des différences culturelles très fortes. Juste une seconde, pardon, juste une seconde. Est-ce que vous considérez que la civilisation européenne est menacée de 500 millions d'habitants par les 300 000 demandes d'asile accordées en 2018 ? C'est toute l'Union européenne qui est menacée par le fait de ne pas pouvoir maîtriser effectivement les frontières extérieures de l'Europe. J'étais en Grèce il y a quelques jours rencontrer les agents de Frontex. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous subissons ces flux migratoires. Or, la crise migratoire, elle n'est pas passée. Elle est devant nous. Parce que le défi démographique que représente le continent africain, il est devant nous et pas derrière nous. Et si nous ne faisons rien, effectivement, pour mettre fin à cette impuissance, alors oui, c'est vrai, comme le disait Enrico Letta, qui n'est pas un agitateur d'extrême droite, si l'Europe ne sait pas faire face au défi migratoire, il y aura 27 Brexit. Et oui, la civilisation européenne est menacée, effectivement, par cette impuissance. Elle est menacée déjà aujourd'hui. Vous parliez de féminisme tout à l'heure. Mais oui, je crois qu'effectivement, si nous voulons défendre les droits des femmes, il faut lutter contre tous les communautarismes qui, aujourd'hui, menacent les droits des femmes dans beaucoup de nos quartiers. C'est quand même Gérard Collomb, qui a été votre collègue, qui disait, en quittant le ministère de l'Intérieur, nous sommes aujourd'hui côte à côte, demain peut-être nous serons face à face. Si nous ne voulons pas en venir à cette tension de demain, il faut mettre fin à notre impuissance. Merci. Une réponse, s'il vous plaît. Écoutez, je suis très mal à l'aise parce qu'on parle de Viktor Orban et vous nous dites qu'il ne faut quand même pas exagérer. Il ne faut quand même pas exagérer, je ne sais pas si vous êtes allé en Hongrie, mais les campagnes contre George Soros sont des campagnes haineuses où il est décrit comme un cosmopolite juif à abattre. Alors que M. Orban a commencé sa carrière aux côtés de M. Soros. Je suis désolée, mais je ne veux pas voir revenir ça en Europe. Ce qu'on reproche à M. Orban, c'est que 450 organes de presse ont été rachetés par ses proches pour mettre fin au pluralisme de la presse en Hongrie. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'aujourd'hui, la justice hongroise est plus libre, est plus indépendante et ne poursuit plus les cas de corruption et d'ailleurs de détournement de fonds européens en Hongrie. Ce que je reproche à M. Orban en matière migratoire, c'est d'emmener les idiots utiles de l'Europe devant ses barbelés pour nous faire croire qu'il défend les frontières européennes. Et quand je regarde les statistiques que me donne Frontex, l'un des pays de transit des migrants illégaux les plus actifs dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est la Hongrie, M. Orban. Parce que M. Orban leur dit, l'Ouest c'est par là. Parce qu'il sait que personne ne veut rester en Hongrie, d'autant moins qu'il y a 400 000 Hongrois qui ont quitté le paradis de M. Orban pour aller chercher leur avenir ailleurs.
Alors pardonnez-moi, mais M. Orban, ça n'est pas, comme il a été décrit par les Républicains, l'enfant terrible de la famille. C'est quelqu'un qui salit et qui abîme les valeurs européennes. Et dans ces cas-là, moi je préfère ne pas mettre la tête dans le sable, je préfère nommer les choses et les combattre. Alors s'agissant de la politique migratoire, vous dites que nous sommes favorables aux répartitions de quotas de migrants à travers l'Union européenne. Tout d'abord, laissez-moi vous apprendre que ces répartitions de quotas sont terminées depuis plus d'1 an. Elles ont été décidées en 2015, au plus fort d'une crise migratoire. Nous n'étions pas en responsabilité. Sans doute, si je l'avais été, comme tous les Européens, j'aurais pensé que c'était la bonne solution. Or, c'était une mauvaise solution, parce qu'on n'envoie jamais quelqu'un qui ne veut pas y aller dans un pays qui ne veut pas le recevoir. Et quand il y a des différences pareilles s'agissant des demandeurs d'asile, puisqu'il s'agissait non pas de migrants illégaux, mais de demandeurs d'asile, quand il y a des différences pareilles de traitement qui font que, par exemple, un demandeur d'asile en Roumanie reçoit un pécule de 13 € par mois, là où en France il reçoit 400, il y a beaucoup à parier que celui qui est envoyé en Roumanie n'y reste pas plus de 15 jours. Ce système est absurde, et ce n'est absolument pas ça que nous proposons, ni le président de la République, ni nous-mêmes. Ce que nous proposons, c'est une responsabilité de tous les États membres de l'Union européenne pour contrôler efficacement et effectivement leurs frontières extérieures, et c'est une entraide à l'accueil des vrais demandeurs d'asile, parce que pour le coup, il n'y a pas de raison qu'ils restent dans les pays de première entrée ou qu'ils soient systématiquement envoyés vers les pays de destination comme le nôtre, et une entraide en termes de moyens financiers, de moyens matériels et d'effectifs pour permettre ce contrôle, pour permettre d'examiner les demandes, de faire entrer en Europe ceux qui auront le statut de réfugiés et de raccompagner rapidement, dignement et humainement ceux qui ne relèvent pas de l'asile. C'est ça que nous proposons et pas autre chose. Merci. Je crois que malheureusement, on ne peut pas prendre les dernières questions parce qu'il faut que ça se termine. Je reproche que vous avez envie de prendre un train ou un avion. Peut-être un mot de conclusion chacun et que je vous demande de répondre à cette question. Est-ce que vous vous sentez malgré tout l'un et l'autre plus proches l'un de l'autre que de RN de place publique? Malgré tout, dont on a vu quand même que ce débat a été fort. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut se dire dans un endroit laïque, mais Dieu merci, oui. À l'évidence, nous aurons à travailler ensemble au Parlement européen, c'est tout le mal que je nous souhaite. Pour autant, nous avons, c'est vrai, des visions différentes de l'Europe. Moi, je veux que l'Europe nous protège, et je veux protéger le rêve européen. Je ne veux pas me protéger de l'Europe. Je pense à mon avenir, et je pense surtout à l'avenir de nos enfants. Je veux que pour que la France soit forte, l'Europe puisse être plus puissante, mieux respectée, mais aussi plus respectable. François-Xavier Bellamy. Je voudrais terminer en disant que je crois que c'était bon qu'on puisse avoir ce débat. Je regrette que ce débat soit parfois piégé par le fait de tout renvoyer effectivement aux extrêmes. C'est peut-être le sens de la question que vous posiez. Je reviens juste parce que c'est quand même un sujet lourd de sens et je ne voudrais pas me reprocher quelques compromissions que ce soit. Encore une fois, ceux qui connaissent la Hongrie et ceux qui parmi vous peut-être l'ont visité sauront quand même que M. Orban fait face à une extrême droite dans son pays qui est effectivement antisémite et qui lutte contre cette extrême droite. Je crois qu'on ne peut pas faire sans le fait de rentrer dans ce dialogue qu'est l'Union européenne, et c'est peut-être aussi ce qui caractérise le projet que nous portons. Si nous voulons être efficaces, il faut mener ce dialogue avec un véritable pragmatisme. Ça veut dire que, peut-être si je vous écoute, Mme Loiseau, il faudrait exclure la Hongrie de l'Union européenne. Non, en fait, c'est plutôt vers ça que vous vous dirigez. Je crois que c'est la politique des bons sentiments qui a fait trop souvent les catastrophes auxquelles nous sommes finalement conduits. Et ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver ce pragmatisme nécessaire. Sur beaucoup de sujets, c'est sans doute ce qui nous distingue. Nous avons évidemment le sens du bien commun en partage. Et peut-être ce qui nous distingue, c'est le fait que nous tenterons d'avancer autant que nous le pourrons pour défendre la voix de la France dans ce groupe important qu'est le PPE, faire en sorte de réorienter l'action européenne pour que l'Europe puisse nous renforcer dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai, pour que l'Europe puisse faire valoir les principes auxquels nous tenons, principes face à tout ce qui concurrence l'Europe à l'extérieur du territoire européen, principes qui sont trop souvent menacés aussi au sein même de chacun de nos pays, et face auxquels, et face à toutes les menaces desquelles il faut pouvoir résister. En tout cas, on agira
dans l'intérêt de la France et dans le sens du projet que nous avons partagé ensemble, et en espérant trouver la plus grande efficacité possible dans le mandat qui commence, parce que c'est un mandat qui sera décisif pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la France. Je crois qu'on peut vous remercier collectivement de cet engagement, de cette discussion. Merci à vous.